Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour notre dernière émission de la journée. On refait le salon. Bon, c'est un peu un talk, on va parler de tout, de différents sujets, mais on va surtout parler des sujets qui fâchent. Et effectivement, cette journée, il y a eu quand même, aussi avec hier, de l'actualité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Moyon. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Paul. Éditorialiste pour Ouest France. À ses côtés, Gabriel Dufour. Bonjour Gabriel. Bonjour Jean-Paul. Responsable de la communication d'Agridé. Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. Voilà. À ma droite, donc, Jean-Pierre Noré. Bonjour Jean-Paul. On se connaît bien, journaliste Tracteur Passion et Collection, un journal fabuleux. Merci Jean-Paul. Non mais il faut dire, oui, on traite chaque semaine, chaque mois de... L'actualité de la passion de la machine agricole, comme son nom l'indique. Et comme personne n'a compris, ça veut dire les passionnés des vieux tracteurs. Et pas que. Et pas que. Les utilisateurs passionnés en général. Et on a un passionné des huîtres, c'est Philippe Le Gall, qui est venu d'ailleurs avec des superbes huîtres qu'on voit devant. Bonjour Philippe. Bonjour. Quand on s'appelle Le Gall, on est breton. Ah oui. Et surtout qu'on a des huîtres devant. Et des huîtres en plus, de très belles huîtres, à la fois des huîtres plates belon et des huîtres creuses. Bon, on aura l'occasion d'en parler plutôt à la fin de l'émission, Okay. Parce qu'au début, on va démarrer par les sujets qui fâchent. Franchement, un prix plancher, c'est une ânerie, une idiotie. C'est le président qui était acculé par la pression, qui a eu cette idée. C'est quoi ? Je me demande si c'est pas un président qui a essayé de sortir de son chapeau une idée pour réconcilier ou pour séduire les agriculteurs. Sauf que, vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et la proposition, en fait, suscite beaucoup de critiques en disant que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un grand marché européen. Si demain on met des prix planchers, ça veut dire que les centrales d'achat européennes vont dire très bien, on va aller s'approvisionner dans les pays voisins. Donc, la proposition française ne peut être pertinente que si elle est traitée à l'échelle européenne et si la France réussit à avoir une majorité autour de cette idée, ce qui est loin d'être sûr. Tout à l'heure, quand j'en ai parlé avec vous, vous avez une très belle formule, vous avez dit c'est comme rouler à contresens sur l'autoroute. Il vaut mieux que tout le monde décide de rouler à contresens au même moment. Voilà, ou bien dans le même sens. Et puis aussi, quelque part, on avait Egalim, on aurait pu faire appliquer Egalim, Gabriel. Oui, c'est un peu comme si on y est, Egalim 1, Egalim 2, tout le travail qui a été fait en amont sur la sanctuarisation des coûts des intrants, enfin de production. Donc là, on a l'impression que là, c'est vrai qu'Emmanuel Macron sort une mesure de son chapeau, comme s'il n'y avait pas tout ce travail qui avait été fait auparavant. Donc ça pose question. Alors ça pose la question de l'État, est-il capable aujourd'hui ou pas de faire respecter les lois ? Parce que c'est vrai qu'on sent à chaque fois qu'il y a des contournements, que l'État n'a plus les moyens de faire des contrôles. Il faut qu'il y ait des barrages sur les routes pour qu'aujourd'hui on ait des contrôles. Et effectivement, on va avoir deux grands distributeurs, on va dire, qui vont être justement taxés à cause de cela. L'État, quelque part, failli, n'est pas capable de faire appliquer ces lois ? Oui, mais est-ce qu'on est dans le cadre d'une économie administrée ? Ou est-ce qu'on met les sujets sur la table et on essaie de voir comment les acteurs peuvent s'entendre ensemble ? Tout à l'heure, j'ai croisé dans les allées du salon Pierre Méhaignerie, ancien ministre de l'Agriculture. Il me disait, oui, c'est une bonne question. Maintenant, est-ce qu'on décide de s'attaquer au mal par la racine ? Le mal par la racine, c'était, me disait-il, de se dire comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à être plus compétitifs ? Est-ce que, par exemple, on s'intéresse au portage du foncier pour les jeunes agriculteurs qui s'installent ? Qu'est-ce qu'on fait pour que le poids de l'endettement soit plus faible ? C'est à toutes ces questions qu'il faut s'attaquer, plutôt que d'essayer de sortir une formule miracle que l'État ne pourra pas, de toute façon, mener jusqu'au bout. Jean-Pierre Noré, il a 8 vies à la fois à peu près. Il est journaliste, en plus un journal papier, il faut relire, imprimer, enfin c'est complexe. Et en même temps, il est céréalier à Pithiviers. Je te sentais venir là sur le dossier des céréaliers. Tu sais qu'à Pithiviers, on est surtout betteravier. Oui, c'est ça qui faisait un peu chauffer la marmite. Mais les céréales aussi, sauf que là, les cours des céréales sont en train de descendre et de façon assez vertigineuse aujourd'hui. Le moral n'est pas bon ? Écoute, il faut toujours y croire. C'est-à-dire que là, il y a eu un petit sursaut vendredi, donc je suis venu au salon déjà avec le cœur un petit peu plus léger, puis peut-être que lundi, ça sera un autre jour. C'est vrai que ce fameux effet ciseau, on en parlait, on y est, on est dedans, et puis c'est vrai que c'est difficile pour un céréalier, quel qu'il soit, enfin en tout cas à mon niveau à moi, de se positionner et de savoir quelle position prendre par rapport au prix et quand il faut prendre position. Ça, c'est une vraie difficulté.
Tu sais que Jean-Pierre, on a fait une émission avec Patrice d'ailleurs, on avait le général Pélisson-Tendry, on avait Stéphane Linou, on avait différentes personnes pour parler de l'agriculture face à la guerre. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'était pas du tout préparé aujourd'hui à avoir une agriculture qui puisse faire face à la guerre. Or, quand on voit le président des États-Unis qui insulte le président russe, c'est pas très bon, ça sent pas très bon tout ça. Concrètement, on a l'impression que personne ne prend conscience aujourd'hui réellement de la sécurité alimentaire qu'il faut avoir. Elle est pour moi cette question. Elle est pour toi, ouais. D'accord. Tu as 2 minutes pour y répondre. Donc, moi je pense que la préparation par rapport à la guerre, c'est un peu comme la préparation nous sur le plateau, tu vois. On arrive, tu nous poses des questions comme ça à la volée et on doit répondre et s'adapter un petit peu à l'actualité. Mais comme je choisis bien mes invités, je n'ai pas peur. Donc là, moi je voudrais surtout revenir sur un truc quand même. Là, on est le 2e jour du salon. Bon, il y a eu le brouhaha d'hier en puissance XXL. Moi, je l'ai vécu de l'extérieur. Hein. Je suis pas venu ici. Vous l'avez vécu de l'intérieur. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va rester de cette première journée du salon, finalement? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Tu allais peut-être m'amener là-dessus, mais qu'est-ce qui va en rester symboliquement par rapport aux autres éditions qu'on a connues tumultueuses, où il y a toujours un petit truc qui reste. Et ça, c'est une question que je me posais en venant à ce salon. Est-ce que ça sert vraiment à la cause de l'agriculture, ce qui s'est passé hier? Non, le président a plombé la journée d'hier. Enfin, franchement, tous les visiteurs étaient bloqués. Les gars, ils avaient payé pour venir au salon. Ils n'ont rien pu voir. Ici, c'était tout bloqué, le hall 4. Hein. On ne pouvait pas rentrer ni sortir. J'ai entendu ça sur ton plateau. Une catastrophe. Mais un homme, des milliers ou des centaines peut-être de CRS ou de personnes de force, ça va à l'encontre de l'environnement, ça va à l'encontre des économies dont on parle. C'était un argent énorme qui a été dépensé hier. Donc, tu vois, je serais revenu à ta question de façon indirecte, mais le truc, c'est, moi je me dis à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas changer ce logiciel-là? Vous en avez parlé dans l'émission d'hier, je crois, hein, d'ailleurs, voilà. Et moi, je pense que ce qu'on va retenir du week-end sur l'actualité agricole, c'est pas tout ce brouhaha, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas si vous me suivrez. C'est peut-être la prise de parole à la cérémonie des Césars du jeune acteur qui a défendu l'agriculture. Parce que son grand-père était agriculteur, je crois. Et effectivement. Bon, alors ça, cette ritournelle-là, on l'a souvent. Ah oui, j'avais un aïeul agriculteur. Mais là, je pense que ça a vraiment marqué les esprits en disant la culture, c'est l'agriculture. Et c'est là qu'on remplit nos estomacs. Je pense que c'est ça qu'on va retenir plus que la journée d'hier, non ? Je sais pas, c'est vrai que ça a touché un grand nombre. Philippe, juste, on parlera après des huîtres, hein. Mais qu'est-ce que tu en as retenu, toi, d'hier? C'est une catastrophe ou pas? Alors hier, effectivement, comme tu disais, le hall 4 était complètement bloqué, donc effectivement, les gens n'ont pas pu venir. Le hall 1 était bloqué, n'a été rouvert que dans le milieu d'après-midi, donc forcément, ceux qui étaient hier n'ont pas été rentabilisés dans leur entrée. Hein. Par contre, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de retour de l'affluence, hein, et ça... Les gens, enfin les visiteurs sont très sensibles, en tout cas aux producteurs. On l'a vu toute la journée, en ce qui me concerne pour les huîtres, mais enfin tous les produits alimentaires au sens large. Les gens adorent la gastronomie française, adorent les productions françaises, et au moins le grand public est au rendez-vous, et c'est ça le plus important. Moi, c'est ça que je pense qui va être retenu, parce qu'au final, les gens sont amoureux de leur monde agricole et de tous les produits du terroir qu'on connaît. Patrice. Attention, 50% des agriculteurs vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent. Attention à ce qu'on ne refasse pas avec l'agriculture ce qu'on a fait avec l'industrie. C'est le maillon fragile, c'est-à-dire que quels moyens est-ce qu'on se donne pour avoir des producteurs qui vivent de leur métier. Donc ça veut dire une réflexion économique en profondeur, territoire par territoire, filière par filière, pour se dire, voilà, on a besoin, le jour où on n'aura plus assez d'agriculteurs, ce sera trop tard. Et relancer l'industrie, on voit avec quelles difficultés on se heurte aujourd'hui. Tu parles un peu de l'industrie de guerre, là, concrètement. C'était le débat d'hier. L'industrie de guerre, mais l'industrie tout court. L'industrie de guerre, on voit la difficulté à approvisionner l'Ukraine aujourd'hui, ne serait-ce qu'en obus. Demain, si on n'a plus assez d'agriculteurs, la question de notre autonomie alimentaire, de notre souveraineté alimentaire sera bien posée. Donc ça, il faut y réfléchir, pas maintenant. Enfin, maintenant, justement, pas demain. Alors, il y a des sujets qu'on a un peu oubliés, moi je trouve, dans ce salon. L'agriculture biologique, on n'en parle pas vraiment. Il fallait sauver le soldat, entre guillemets. Agriculture biologique, personne n'en parle. Les femmes, est-ce qu'on en parle? Vox Demeter, c'est quoi?
Heureusement qu'il y a Vox Demeter pour mettre les femmes en avant, parce que c'est vrai que toutes ces histoires de manifestations, je ne sais pas si vous en êtes aperçus, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes. On n'a pas donné beaucoup de la parole aux femmes, à part la présidente de la Véronique coordination. Le Floch, bien sûr, peut-être Sandrine Lefeur, mais c'est vrai qu'on entend peu les femmes, c'est beaucoup les hommes syndiqués ou pas, mais c'est beaucoup les hommes qu'on entend. Et c'est un peu dommage, je trouve, qu'on n'entende pas plus de femmes. Donc merci Vox Demeter et le salon de mettre ces femmes en avant. Et puis peut-être, d'ailleurs, les femmes, elles ont ce souci de parler à la société. Elles aiment les circuits courts, elles en font plus que les hommes en pourcentage. Elles font plus de bio aussi, elles sont souvent plus à l'écoute statistiquement de la société, des demandes sociétales. Et on peut se demander peut-être que si on avait eu un monde plus féminin, un monde agricole plus féminin, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'on serait plus à l'écoute un petit peu de... C'est intéressant parce qu'on en parlait juste dans l'émission d'avant en disant que Véronique Le Floch avait apporté vraiment, en étant une femme, au sein de la coordination rurale, peut-être une approche différente qui fait qu'aujourd'hui le syndicat se développe à une audience qui est plus large. Oui, là, on a un peu l'impression, dans la bataille écologie contre agriculteurs, qu'il y a un dialogue qui est rompu. Et là, il y a toutes les questions à la fois de souveraineté alimentaire d'un côté, de écologie, climat, et on n'en parle plus du tout, effectivement, depuis plusieurs semaines. En tout cas, on n'en parle plus dans le monde agricole, parce que en dehors du monde agricole, c'est un énorme sujet, le climat. C'est le mur climatique qui nous arrive, c'est comment on va faire en sorte, la société, pour décarboner nos économies. Donc là, c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout. La détaxation du GNR, on n'a pas expliqué qu'est-ce qu'on allait faire, pour quelle alternative on allait utiliser pour décarboner les utilisations du GNR en agriculture. Donc voilà. Et le sujet, c'est aussi bien sûr le renouvellement des générations et puis l'équilibre économique des entreprises agricoles. C'est très complexe, il y a beaucoup de cercles. Et dans tout ça, il y a les femmes. Jean-Paul, tu vas me dire, c'est peut-être rien à voir. En fait, je pense que ça a à voir. On est en train de faire une transition, le monde est en train de transitionner. On doit transitionner vers un monde décarboné, un monde complexe. La décarbonation doit vraiment changer toutes nos habitudes, on doit changer nos mindsets. C'est compliqué. On ne peut pas demander aux agriculteurs de tout prendre sur leurs épaules. Il va falloir effectivement, si on leur dit détaxation, c'est fini, les jachères, c'est parti. Bon, ça impacte directement leur trésorerie. Donc, on ne va pas pouvoir faire ça. Il va falloir qu'on se mette autour de la table avec les agriculteurs pour savoir quelle trajectoire de décarbonation on peut faire avec eux. Vox Demeter, une association féministe. Oui. Elle est bien accueillie au sein du monde agricole? Oui, alors... comment te dire? Le mot féminisme, c'est un gros mot pour beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices. C'est un mot qu'on apparente à, on va dire, un milieu gauchiste, parfois un peu virulent contre les agriculteurs. Donc, c'est un mouvement féministe dans le sens où il prône la mixité, la diminution des inégalités, l'émergence des femmes, et puis surtout l'égalité homme-femme pour que les femmes puissent émerger et participer pleinement dans le monde agricole. C'est vrai que pour l'instant, il y a un certain nombre d'inégalités qui sont niées par une grande partie du monde agricole. Ça, j'ai découvert ça. Alors, on va parler des huîtres, parce qu'on aime les huîtres et parce que c'est important. Ça a été compliqué pour vous quand même, la période des fêtes. Fin d'année, oui. Expliquez-moi On bien a ce qui s'est passé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que le milieu maritime est très surveillé, heureusement. Donc on a tout un système de réseau de surveillance sur toutes les zones de production françaises qui sont de l'ordre de 375 en France métropole. Et donc, dès que l'on détecte dans ces zones des pathogènes, virus, bactéries, etc., eh bien, qui sont nocifs pour l'homme, eh bien, on ferme par précaution. Donc voilà comment ça se passe, c'est relativement simple. Malheureusement, là, c'est tombé en plein milieu des fêtes de Noël, et c'est tombé sur un bassin qui est très emblématique, qui est le bassin d'Arcachon. Philippe Le Gall, vous ne connaissez pas l'émission, il faut tout dire. C'est quoi ces pathogènes? Ils viennent d'où? Alors ces pathogènes, ce sont tout simplement des norovirus qui sont issus de nos gastro-entérites. Eh oui. C'est tout simplement que... Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte aujourd'hui que nos systèmes d'assainissement ne fonctionnent pas. Donc, vous avez dit, il y a des coupables. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qui est responsable de l'assainissement en France. Ce sont les intercommunalités, les agglomérations. Et donc, on a un gros souci sur leur fonctionnement et surtout leur réseau, que ce soit à la fois les stations, les postes de relevage, etc. Donc, tout est vétuste, tout n'est pas bien fait. Donc, il y a beaucoup de travail à faire.
Là-dessus, on a alerté les pouvoirs publics déjà depuis plusieurs années. Et donc là, on est un petit peu agacé. Ça suffit, il faut que ça s'arrête. On a engagé des procédures. Donc on espère qu'elles vont aboutir rapidement de manière à ce qu'on règle ce problème. On ne peut plus supporter que le monde maritime souffre de ces contaminations terrestres et humaines. En 2024, on ne peut pas accepter ça. Surtout qu'il va pleuvoir de plus en plus. Donc Alors, ça va déborder de plus en plus. Et ça va finir de plus en plus dans les bassins. C'est le problème qu'on remarque, tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement ou un dérèglement climatique, chacun peut l'appeler comme il veut, mais en tout cas, on a plutôt des saisons sèches et des saisons des pluies. On arrive comme certains pays tropicaux, où là, on va avoir 6 mois de pluie et 6 mois de sécheresse. Donc forcément, il faudra qu'on s'adapte avec cette situation. Donc il va bien falloir faire une différence entre les réseaux de pluviométrie et les réseaux d'assainissement. Vous avez, montré les dents un peu à un moment donné, parce que c'est vrai que ça a gêné un peu tout le monde, et puis vous avez obtenu quelques millions d'euros, mais ça ne résout pas le problème. Alors, on est loin de résoudre le problème, parce qu'effectivement, s'il faut changer tous les réseaux d'assainissement en France, on nous annonce 150 ans. J'espère qu'on va le faire avant, parce que sinon, ça va être dramatique. Mais bon, on va continuer à mettre la pression. On intervient auprès de l'État pour qu'ils mettent les moyens financiers. Il existe les moyens financiers. Vous avez les DETR, vous avez les agences de l'eau, vous avez des subventions. Donc les agglomérations ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas de financement. Elles peuvent obtenir 75% de subventions. Ça, c'est déjà le premier axe. À côté de ça, on ne va pas rester à attendre. Nous, il faut à tout prix que pour Noël l'année prochaine, on a des réponses et des solutions claires qui soient dites. Et on a réussi à identifier un autre petit pathogène qui s'appelle un bactériophage. Et on sait que quand celui-là est présent, avec notre petit neurovirus, eh bien, il est contaminant. Donc à ce moment-là, on peut prendre des mesures de gestion par anticipation, c'est-à-dire qu'on va mettre nos produits en sécurité dans des bassins ou dans des systèmes de circuits fermés. Moi, j'ai peur que vous n'arriviez pas à votre fin, ce que vous souhaitez, et que à Noël prochain, on se retrouve dans la même situation. Le titre de l'émission, je ne vous l'avais pas dit au début, c'est « Les politiques sont-ils sourds ou incapables d'anticiper ?» Les clauses miroirs, tout ce dont on parle là durant ces manifs, c'est des choses dont on parle depuis 20 ans. Il a fallu que les agriculteurs barrent la route, montent sur un gis, finissent en garde à vue pour que ça arrive. Vous, c'est pareil, si vous ne faites pas du name and shame en disant, voilà, telle station balnéaire, elle a aujourd'hui des stations d'épuration qui ne sont pas aux normes, pas suffisantes, qui ne sont pas adaptées au dérèglement climatique, ben, chaque année, vous allez perdre de la production. C'est pour ça que justement on met une pression assez importante et on va continuer à aller dans ce sens. Et bien sûr, peut-être que l'été prochain sur les plages, vous verrez des conchyliculteurs qui ne seront pas contents et qui le diront parce qu'il y aura un dysfonctionnement local. Mais ça, on va continuer à le faire, bien sûr. Et en même temps, alors je ne veux pas dire qu'on tient la main à nos politiques, mais presque. C'est qu'il y a un moment, on est quand même derrière eux au quotidien pour leur dire on y va. Et hier, lorsque le président est passé sur notre stand, c'était le message qu'on a voulu lui faire dire, et il l'a dit, il a dit clairement que ça ne peut pas continuer, il faut que ça cesse. Donc on a un ministre en plus qui s'occupe de la biodiversité maintenant et de la mer, et donc au boulot, il le sait bien d'ailleurs, parce qu'on sera là au quotidien pour lui mettre de la pression. Oui, rappelez, parce que le fait que les ministres tournent ou les politiciens tournent dans les allées, je vous promets, ils vous écoutent d'une oreille, puis ils pensent à qui ils vont serrer la main juste après. Je sais bien. Notre breton, journaliste breton, qu'est-ce qu'il en pense? Écoutez, je pense que d'abord qu'on a les politiques qu'on mérite. Et donc, c'est vrai que c'est nous qui votons, faut le dire. En revanche, on vit dans une période de communication, de petites phrases. Je pense que Macron, il a sorti l'idée du ring et du grand débat avec des communicants autour de lui, et c'était une très mauvaise idée. Je pense qu'il faut retrouver le sens du temps long. Je pense que l'agriculture ou le salon de l'agriculture aussi peut nous aider à repenser la question de la complexité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde binaire, blanc-noir. On est, comme le disait ma voisine tout de suite, on est dans un monde de transition. Et donc, il faut que nous aussi, consommateurs, citoyens, on accepte cette période de transition. Et les politiques sont là pour nous y aider, mais il faut que nous aussi, on participe un peu. Oui, mais je suis un peu inquiet. Quand, à l'Élysée, on n'est pas capable d'imaginer que si on met les agriculteurs, les soulèvements de la terre et Michel-Édouard Leclerc dans la même pièce, ça va être un peu un cocktail explosif. Je pense qu'on va avoir du mal à gérer les problèmes de pureté de l'eau. Parce qu'on est dans un système là, depuis 2017 où le président de la République fait tout. Lui, il est là pour fixer la ligne d'horizon. Là, on l'a vu dans les allées du Salon de l'Agriculture avec Marc Fesneau et avec Agnès Pannier-Runacher qui ne disaient rien. Et, le président de la République avait réponse à tout. Or, c'est pas possible. Il connaît très bien ses dossiers, il est très brillant, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de fixer la ligne d'horizon et on demande à ses ministres de faire leur travail de ministre.
Gabriel. Oui, j'ajouterais qu'il y a un problème de temps, effectivement, de temps long pour l'agriculture et de temps court pour le climat. Le climat, il est là. Le changement climatique, il est là. Les efforts, il faut les faire maintenant, pas dans 10 ans ni dans 20 ans. Et l'agriculture, elle a besoin de 10 ans ou de 20 ans pour changer. Donc, en fait, il est là le problème. Et de comment on va financer tout ça et comment on va permettre aux agriculteurs de s'adapter et de le faire avec des entreprises agricoles qui sont en bonne santé, qui souffrent pas comme on le voit en ce moment. Aujourd'hui, ils souffrent, les producteurs d'huîtres? Aujourd'hui, oui, on souffre, quelles que soient, je pense, les productions agricoles. Aujourd'hui, on voit bien que le changement climatique est là. Et franchement, on n'a pas 10 ans. Hein. Moi, je pense que là, c'est là. Dans les 5 ans. Ah non, c'est très court. On n'a même pas 10 ans. Pour moi, dans les 5 ans, si on n'est pas adapté, on n'existe plus. Hein. Là, c'est dramatique ce qui se passe. Hein. Enfin, je ne sais pas si la population au sens large s'en rend compte. Hein. Mais nous qui sommes à travailler sur le territoire, que ce soit en mer ou en terre, le changement va à une vitesse grand V. On nous dit qu'on prend 1,5 degré tous les ans, mais là, c'est incroyable. Enfin, je vois l'eau de mer, elle ne refroidit plus. Enfin, on descendait facilement à moins de 10 degrés. Aujourd'hui, l'eau de mer ne descend pas à moins de 10 degrés. Et pourtant, c'est les océans. On avait François-Xavier Bellamy cet après-midi à votre place là. On se rend compte que, comment dire, au niveau européen, la moindre des décisions, c'est 2 ans. Enfin, il n'y a pas de temps. Est-ce que les outils sont encore adaptés, justement, à la rapidité du monde qui évolue et du climat qui évolue? Les outils politiques, notamment. Ah non, là aujourd'hui, c'est clair que nos politiques ont intérêt de revoir le schéma et le logiciel parce que ça va très très vite. Et là, on est sur des choses qui sont déjà dépassées, à mon avis. Jean-Pierre Noré qui répond jamais à mes questions. On parle d'outils, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a les bons outils ? Quand le président disait pas d'interdiction sans solution, vous parliez tout à l'heure de la décarbonation, est-ce qu'on a les bons outils ? J'ai assisté la semaine dernière à une table ronde sur ce sujet. On voit bien qu'on n'est encore pas prêt à la décarbonation dans le monde de la machine agricole, par exemple. Il y a des solutions proposées, on évolue, mais... Personne n'en parle. C'est quand même un Côté sujet... tracteur, il faut le dire. Mais j'ai regardé une ancienne émission... C'est comme les femmes dans les tracteurs. Non, mais j'ai regardé une ancienne émission qu'on avait fait il y a 10 ans ensemble, Jean-Paul. On était au même point. On en était au même point, peut-être pas, mais on n'a pas beaucoup avancé parce que derrière, il n'y a pas vraiment les solutions. La ligne d'horizon, elle n'est pas là. Il n'y a pas des solutions parce qu'on ne veut pas les trouver, parce que les constructeurs de tracteurs aujourd'hui ne veulent pas vraiment évoluer. Parce que, je ne sais pas, enfin, c'est comme les motoristes il y a quelques années, tous les constructeurs de moteurs disaient le diesel, on ne changera jamais, c'est ce qui consomme le moins, c'est ce qui est le plus performant en termes d'émissions. Puis du jour au lendemain, dès qu'il y a eu le marché de l'électrique, hop, on a tous basculé sur l'électrique. L'électrique en machine agricole et en tracteur de grosse puissance, c'est grosse pas, puissance, non, mais c'est petite pas encore puissance, fait. Mais petite puissance, oui. C'est en train de se mettre en place quand même. Et puis il y a quand même d'autres solutions alternatives qui arrivent. Et tout ça, c'est quand même pour l'utilisateur final, c'est quand même un grand flou. Moi, je pense d'ailleurs que l'utilisateur final, sauf dans des cas bien spécifiques, il n'a pas la vision là-dessus par rapport à ce qu'on est en train de parler en termes d'échéance. Justement, l'utilisateur final, lui, il a d'autres problématiques à gérer. Et ce qu'il faudrait garder comme ligne de mire de tout ce qui est en train de se passer, c'est il ne faudrait pas que le message initial se perde dans une multitude de problématiques et de revendications. Jean-Pierre Noré, tu étais à l'Agritechnica, un salon allemand qui fait référence, c'est un peu le grand salon européen, on va dire, du machinisme notamment, de l'agriculture. Tu as vu les constructeurs, les motoristes qui disent en 2028, on aura des moteurs qui seront capables d'être alimentés à l'hydrogène ou au HVO, donc au carburant plus végétaux. C'est juste une histoire de marketing. Le jour où ils voudront te vendre à toi, céréalier, un tracteur à l'hydrogène, ils vont te dire il n'y a que ça, on ne mettra plus de diesel et on te vendra à l'hydrogène. Oui, mais là, tu me parles d'une certaine application. Moi, je vais te confier quelque chose... Personnel. Non, pas personnel, mais une information que j'ai recueillie suite à l'Agritechnica. Certains constructeurs présentaient des solutions, parce que ça reste un salon, avec toute la dimension d'un salon. Et finalement, en neuf, on a appris que le constructeur en question, il présentait cette solution, mais juste pour l'avoir et pour dire on est présent sur le truc, mais en fait on travaille pas dessus, quoi. Voilà, on est présent, juste pour dire oui, on s'en occupe, on est présent, mais sous le capot il n'y a rien, ou on n'a pas envie d'accélérer très clairement là-dessus. Juste, il nous reste 1 minute pour finir l'émission, faites-nous saliver un peu. Parlez-nous de vos huîtres. Alors là, nous avons 2 espèces d'huîtres. Donc l'huître plate-belon, qui est l'huître originaire
d'Europe. Hein. C'est ce que les Grecs déjà élevaient, ou pêchaient en tout cas il y a plus de 2000 ans. Hein. Et autrement, on a donc l'huître creuse, qui est la Crassosea gigas, qui est de souche asiatique. Et donc ça, c'est les deux espèces d'huîtres que l'on trouve sur nos côtes littorales. Alors principalement l'huître creuse, que vous pouvez avoir de différentes régions. Hein. Il y a 7 régions en France, hein, de la Normandie jusqu'à la Méditerranée, avec différents crus. Souvent, je compare ça au vin, avec des terroirs différents, des goûts différents. Et aujourd'hui, sur le salon, vous avez toutes les régions de France qui sont représentées. Donc, il ne faut pas hésiter à venir les déguster. Bon, c'est le moment. Alors, nous, on va les déguster justement, juste après le générique de cette fin d'émission. Jean-Pierre Nauré, merci beaucoup. Philippe Le Gall, merci d'être venu. Gabriel Dufour, merci beaucoup. Et Patrice, à nouveau, merci pour ces échanges. Et puis surtout, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous demain matin.